Charles Rodwell, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'être là. Alors ça y est, on l'a, ce gouvernement. On a vu hier le premier conseil des ministres. 39 ministres, l'impression d'une table immense avec des gens qui n'ont peut-être que quelques semaines d'espérance de vie devant eux au gouvernement. Est-ce que c'est pas trop, 39 ? On va espérer et on va faire en sorte que leur durée de vie soit plus longue que quelques semaines. Ça va se jouer au Parlement, hein. C'est vous qui allez les protéger ? Bien sûr, enfin, c'est l'expression qui est employée depuis plusieurs semaines, mais ce gouvernement est sous surveillance du Parlement. Cette expression prend tout son sens actuellement parce que dans les années qui ont précédé ou dans les décennies qui ont précédé, vous aviez une majorité absolue ou même une majorité relative, les années Rocard et puis les 2 dernières années que nous avons connues. Là, on est dans un gouvernement par définition de coalition, avec des forces politiques qui, chacune d'entre elles, sont minoritaires, notamment la nôtre. Le bloc central, le Premier ministre ne vient pas du bloc central parce que nous avons perdu les élections législatives. Il était impossible que le Premier ministre vienne de nos rangs. Il vient du rang de la droite républicaine et nous avons bâti une coalition avec celle-ci pour gouverner le pays. Et donc, oui, il y a des équilibres qu'il va falloir trouver et, à mon avis, qui sont déjà opérants dans ce gouvernement pour pouvoir tenir sur les semaines qui viennent au service du pays. C'est votre gouvernement, vous le soutenez ou vous vous sentez un peu en distance ? C'est un accord de coalition, donc il faut se mettre d'accord sur la ligne politique qui est portée. C'est la raison pour laquelle la droite républicaine, comme le bloc central, nous avons publié cet été des pactes d'action avec une dizaine de mesures chacun que nous voulons porter sur l'année qui vient comme priorité pour les gens, pour les Français, pour les hommes et les femmes qui nous ont élus ou d'ailleurs qui ne nous ont pas élus. Sur la base de ces 2 pactes, nous avons constaté nos divergences, nous avons aussi constaté nos points communs et les éléments que nous pouvions, et les politiques que nous pouvions mener ensemble. C'est la source idéologique de ce gouvernement. Nous avions tendu la main, nous, le bloc central, nous, Ensemble pour la République, à la gauche républicaine et à la droite républicaine. La gauche a dit non, clairement. Mais le Parti socialiste préfère cautionner le communautarisme violent de la France insoumise, dont acte. C'est d'une tristesse absolue, on va sûrement en parler après. Emmanuel Bompard qui a déclaré que le Hezbollah n'était pas un mouvement terroriste, après les saillies diverses et variées de la France insoumise depuis maintenant des années, ce qui flirte, à mon avis, avec un communautarisme islamiste violent et dangereux pour notre pays. Eh bien, le Parti socialiste préfère cautionner une alliance avec eux plutôt que de travailler avec nous. Dont acte. Mais donc, nous avons lancé ce gouvernement avec la droite républicaine. Nous espérons qu'il va tenir, non pas pour qu'il tienne dans l'absolu, mais parce que je suis convaincu que ce gouvernement a les clés pour répondre aux attentes des gens en matière de pouvoir d'achat, en matière de sécurité, en matière de réduction de l'immigration, notamment illégale, en matière, je l'espère, de la stabilité fiscale. Donc, nous serons présents et nous attendons ce gouvernement au tournant sur ces questions. Et ce gouvernement, le Premier ministre donnera son cap, le discours de politique générale, dans une semaine pile. Le groupe Ensemble pour la République, il est uni dans cette attitude que vous nous décrivez, où en ce moment il y a des états d'âme. Alors ça dépend des sujets, c'est-à-dire que nous avons un groupe politique qui est avec des origines multiples et diverses. C'est ça le macronisme. C'est ça le macronisme et on se retrouve sur des valeurs communes extrêmement fortes. Je pense le parcours pro-européen, le libéralisme économique, la création d'entreprises, la baisse des impôts. Bon, ça va aller à peu près avec Michel Barnier. Il y a aussi des questions qu'il faut qu'on clarifie. C'est normal, comme dans chaque famille politique. Par exemple, l'immigration. Bien sûr à la question régalienne. Je pense que si nous avons perdu pour la 3e fois une élection législative de 2022, personne ne l'a gagné, mais nous n'avions pas de majorité absolue. Les européennes de 2024 et les législatives de 2024, c'est parce que nous n'avons pas su apporter une réponse suffisante et suffisamment crédible en matière régalienne, en matière de sécurité, en matière tout simplement de la ligne politique que nous voulons porter sur une question comme le sujet de l'immigration. Pourquoi est-ce que cette question est taboue ? Moi, c'est la question que je me pose, c'est-à-dire qu'on peut vouloir plus, on peut vouloir moins. La population française est très clivée sur ce sujet. Mais définissons ensemble notre discours politique et républicain sur cette question pour pouvoir avancer ensemble. Accueillir moins pour accueillir mieux. C'était le titre de votre texte commun avec Mathieu Lefebvre il y a quelques jours encore. Est-ce que Michel Barnier, selon vous, correspond à cette ligne ? Mathieu Lefebvre et moi sommes co-rapporteurs sur le budget de l'immigration. Donc, c'est-à-dire que toutes les politiques qui touchent à la question de l'immigration, de l'asile et de l'intégration, ça passe par vous. C'est nous qui auditons et c'est nous qui pouvons amender ce texte. Donc nous, notre objectif, c'est de trouver une majorité républicaine. Nous ne souscrivons pas aux solutions du Rassemblement national, on peut rentrer dans le détail avec plaisir, mais nous voulons trouver une solution républicaine pour accueillir
moins de personnes sur le territoire français pour les accueillir mieux. Accueillir mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on choisit les personnes Qui peuvent rester qui restent sur le territoire français. et on les accompagne. Et ça veut aussi dire qu'on les intègre mieux, qu'on les accompagne mieux. Nous sommes rendus en CRA, en centre de rétention administrative. Nous sommes allés à Calais. Nous sommes allés rencontrer multiples hommes et des femmes qui gèrent cette question depuis maintenant des années. Et le constat qui est fait, c'est que nous n'accueillons pas suffisamment bien sur le territoire français parce que moi, ma conviction que j'ai, c'est qu'il faut qu'on réduise l'immigration, notamment illégale, pour pouvoir accueillir mieux les personnes sur le territoire français. Les contrôles aux frontières renforcés, comme le fait l'Allemagne, comme le propose le Rassemblement national avec son idée floue de double contrôle, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pourriez soutenir? Le Rassemblement national manifeste précisément sur cette question, à mon avis, une forme d'incompétence. Et je le dis objectivement. Qui a compris la question de la double frontière? Est-ce que Marine Le Pen elle-même, est-ce que Jordan Bardella elle-même comprennent ce qu'ils veulent dire? Moi, j'ai toujours pas compris ce que ça veut dire. Mais est-ce qu'on peut faire mieux aux frontières? Je peux même pas vous dire si je suis d'accord ou pas d'accord, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils sont incapables d'expliquer ce concept comme beaucoup d'autres. Simplement, la question sur l'Allemagne. Quand Olaf Scholz rétablit des contrôles aux frontières, mais la France, lors des Jeux Olympiques, on a rétabli le contrôle aux frontières. La France, à la suite des attentats, on a rétabli le contrôle aux frontières. La France, dans les situations sensibles, on rétablit le Donc on le pourrait contrôle le aux faire. frontières. Ce sont des dispositions qui existent dans l'accord qui lie l'espace Schengen. Mais nous sommes convaincus, et c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui en avait fait l'un de ses chevaux de bataille il y a maintenant quelques mois. Il faut absolument qu'on puisse réformer cet espace, renforcer les moyens donnés à Frontex, renforcer les moyens qui sont donnés à nos frontières extérieures, parce que le sujet migratoire est certes un sujet national, mais c'est aussi avant tout un sujet européen. Le plan européen, il est déjà obsolète parce qu'il a quelques mois à peine. Non, au contraire, c'est un plan. Faut l'appliquer. Faut l'appliquer. Il rentre en application progressivement comme l'ensemble de ces dispositions qui sont souvent massives. Il rentre en application définitive à la fin de l'année 2025, au début de l'année 2026, parce qu'il faut mettre en œuvre toutes les dispositions. C'est un accord, honnêtement, pardon de l'anglicisme, mais qui est game changer. C'est-à-dire que non seulement il y a une répartition homogène de l'immigration sur le territoire européen, mais aussi, avant tout, nous renforçons définitivement le contrôle aux frontières sur l'espace européen au service de nous tous. Je vous prends un exemple parmi d'autres. Si une personne qui n'a pas de papier, qui n'a pas le droit de rentrer sur le territoire européen et qui y rentre à travers l'immigration illégale, cette personne ne sera désormais plus considérée en territoire européen, elle sera considérée sur territoire international. Ce qui mécaniquement permet de manière beaucoup plus simple d'expulser cette personne du territoire européen pour la renvoyer dans son pays d'origine ou dans son pays de transit. C'est vraiment game changer. On ne renverra pas de France des clandestins vers le Rwanda, l'Albanie ou d'autres pays qui accepteraient de les accueillir et de les stocker? Vous avez en fait dans les procédures ce qu'on appelle des pays sûrs et des pays par définition qui ne le sont pas. Les pays sûrs, ce sont des pays vers lesquels on peut renvoyer automatiquement, si je puis dire, pas automatiquement bien sûr, mais délibérément les personnes qui viennent de ces pays, qui demandent par exemple l'asile, on considère qu'ils sont déboutés. Ils sont déboutés exactement du droit Encore d'asile. faut-il que les pays les récupèrent. Exactement. Et la deuxième chose, et c'est là-dessus où moi pour le coup j'apporte un soutien à la parole qu'a porté Bruno Retailleau, maintenant il faut passer aux actes, il faut signer des accords beaucoup plus approfondis avec les pays qu'on appelle de transit. Nous avons un accord avec la Turquie, il faut évidemment des accords passés financiers, lourds, avec les pays du Maghreb et les autres pays de transit pour limiter l'entrée de ces hommes et ces femmes qui ont un long parcours migratoire qui est terrible. C'est-à-dire que là, on parle d'hommes et de femmes qui ont tout vu, qui ont été battus, qui ont été soumis à des situations absolument terribles. Mais leur dire qu'on peut accueillir tout le monde sur le territoire français, à mon avis, c'est leur mentir. Il faut qu'on accueille moins pour accueillir mieux sur le territoire français. Dire, comme l'a dit Bruno Retailleau, qu'il y a des Français de papier, c'est-à-dire des gens qui ont obtenu la nationalité, mais ça vaut pas grand-chose. C'est une expression que vous retiendriez? Moi, je ne souscris pas, si vous voulez, à ce type d'expression parce que je ne vois pas ce qu'elles apportent. Je ne vois pas ce qu'elles apportent au débat public, expliquer qu'il y a un Français qui est mieux que l'autre. Honnêtement, moi, je n'ai jamais souscrit à ce discours. Tant que vous êtes français et que vous souscrivez aux lois de la République, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre couleur de peau, mais que vous vivez tout simplement, dignement, simplement, de manière républicaine dans notre pays, eh bien évidemment que chacun a la possibilité d'être français de ce point de vue-là. Mais là encore, ayons un discours de vérité. Tous ceux qui viennent sur le territoire français n'ont pas vocation à y rester et n'ont pas vocation à devenir français. Et donc, tenons ce discours de vérité simple, sans tomber dans des anathèmes où on oppose les uns aux autres, mais en tenant un discours pragmatique et de vérité sur cette question. Est-ce que pour accueillir moins, il faut supprimer l'aide médicale d'État?
Moi, je ne suis pas pour la suppression de l'aide médicale d'État. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un étranger qui vient sur le territoire français avec une nouvelle pathologie, eh bien, on est bien content que la pathologie puisse être détectée rapidement et qu'elle évite de se propager sur le territoire français. En revanche, il y a deux choses. Un, il faut considérer de base si ces étrangers-là peuvent rentrer sur le territoire français ou non. Donc la question, c'est une question migratoire, c'est une question de laisser-passer, c'est une question de visa avant même l'AME. Et la deuxième des choses, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas de tabou sur le panier de soins. D'ailleurs, c'est ce que Gabriel Attal lui-même, en tant que Premier ministre, avait laissé comme préparation de décret sur le bureau de Michel Barnier. Nous soutiendrons un réajustement de l'aide médicale d'État pour que l'aide médicale d'État soit réellement dédiée à 100% vers des personnes qui en ont besoin et non pas vers des opérations dont on a moins besoin de manière moins urgente. Pour finir, si le gouvernement Michel Barnier décide des hausses d'impôts, par exemple sur les profits exceptionnels des entreprises ou une contribution exceptionnelle des entreprises ou bien sur les particuliers les plus fortunés, est-ce que vous le soutiendrez ? Moi, je suis opposé à toute hausse d'impôts. Parce que, toute hausse d'impôts temporaire finit par être très temporaire, dans le sens où elles peuvent durer plusieurs années, voire plusieurs décennies. La CSG, la vignette, on a tout vu. La deuxième chose, c'est que depuis 7 ans, nous avons créé 2,5 millions d'emplois dans ce pays. Nous avons ouvert près de 300 usines. Nous avons relancé la politique de l'emploi. Créer 2,5 millions d'emplois, c'est un basculement pour des millions de familles dans ce pays. Ça a aussi rapporté 40 milliards d'euros au budget de l'État et au compte public. Entre les cotisations chômage que vous récupérez en plus et les allocations chômage que vous versez en moins. Donc nous sommes convaincus que la politique économique que nous avons portée depuis 7 ans, c'est la bonne. Elle est fondée sur une chose, la baisse massive des impôts de près de 60 milliards d'euros en 7 ans. La France reste l'un des pays où le taux de prélèvement obligatoire est le plus élevé au monde. Nous considérons que la justice sociale ne peut pas être le prétexte d'une confiscation fiscale. C'est la raison pour laquelle nous sommes pour les baisses d'impôts et non pas pour les hausses d'impôts. Eh bien, Charles Orlouel, c'était très clair. Merci bonne journée. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site